Je m'appelle Elliot. Je suis père célibataire. Et pendant des années, j'ai été ce qu'on appelle dans certaines familles le responsable, celui qui gère, celui qui répare, celui qu'on appelle quand tout s'effondre. Pas parce que j'avais demandé ce rôle. Parce qu'on me l'avait assigné progressivement, silencieusement, avec des sourires et des mots doux. Et des phrases comme « c'est pour la famille » ou « tu comprends, toi ». Le dimanche dont je vais vous parler n'était pas un dimanche comme les autres. C'était le dimanche où j'ai décidé que j'en avais fini d'être le filet de sécurité de tout le monde. Et ce que ma famille a fait ensuite pour me punir de cette décision a failli me détruire. Fallait. Je vis en banlieue. 45 minutes de voiture. Depuis la maison de mes parents. Mon fils Henri a 10 ans. Je l'élève seul depuis ses 5 ans. Depuis que sa mère a choisi la Californie. Plutôt que nous. Elle ne nous a pas recontactés depuis. Je ne lui en veux pas vraiment. Mais ça a voulu dire que j'ai tout fait seul. Les rendez-vous médicaux. Les réunions parents-professeurs. Les cauchemars à 2 heures du matin. Les fièvres de 40 degrés. Les crises de larmes inexplicables d'un enfant de 7 ans. Qui ne sait pas encore comment dire. Que sa mère lui manque. J'ai géré. Pas parce que c'était facile. Parce que c'était mon fils. Sur le plan financier, j'avais fait les choses correctement. J'avais travaillé 2 emplois pendant 3 ans. J'avais économisé. J'avais remboursé ma maison entièrement il y a 2 ans. Je travaillais à distance. Mon salaire était confortable. Pas extravagant confortable. Et c'est précisément cette stabilité que ma famille a décidé de traiter comme une ressource. À leur disposition. Mon frère Graham a 38 ans. Il n'a pas tenu un emploi stable. Depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la rancœur. C'est un fait documenté. Sur lequel toute notre famille a fermé les yeux pendant des années. Graham a étudié la production musicale. Puis il a essayé de percer comme DJ. Puis il a rejoint une start-up autour des NFT. À une époque où tout le monde pensait que ça allait changer le monde. Puis une newsletter sur les crypto-monnaies. Avec quelques milliers d'abonnés selon lui. Puis rien. Encore rien. Mes parents ont toujours trouvé une explication pour lui. Le marché était difficile. Les algorithmes changeaient. Les gens ne comprenaient pas sa vision. Et moi je regardais, en me demandant ce que ça faisait, d'avoir une famille qui inventait des raisons à votre place. Je savais que quelque chose se préparait. Dès que j'avais vu le sourire de ma mère. Ce sourire crispé qu'elle prend, quand elle a répété mentalement une conversation difficile, 10 fois de suite, en se convainquant que ça allait passer naturellement. Mon père était inhabituellement silencieux. Et Graham était déjà assis à table. Graham n'est jamais en avance. C'était le premier signal d'alarme. On avait fait la conversation. Le travail, la météo, Henri à l'école. J'avais répondu poliment, en laissant les mots glisser sur moi. Comme toujours. Ma mère avait servi le rôti. Graham avait fait une vague plaisanterie. Sur la sauce. Et puis, juste au moment où je coupais ma viande, ma mère avait posé sa fourchette. Elle avait tamponné ses lèvres avec sa serviette. Et elle avait dit, avec ce ton qui signifie « Prépare-toi à entendre quelque chose, que tu n'as pas envie d'entendre ». Graham a eu un petit coup dur au travail. Je n'ai pas levé les yeux. Elle avait continué. Son entreprise a réduit ses effectifs. Ils ont licencié beaucoup de gens très talentueux. J'avais levé un sourcil. C'était le poste marketing à la start-up. Ou le truc crypto. Je me souviens plus lequel. Elle s'était raidie. Ce n'est pas le moment d'être sarcastique. Ce n'est pas du sarcasme. Je ne sais vraiment plus quel emploi il avait cette semaine. Mon père avait intervenu voix basse mais ferme. Ton frère traverse une période difficile, on est une famille, on s'entraide. Ça fait 15 ans que je suis le seul à faire ça, avais-je murmuré. Ma mère avait continué comme si elle n'avait pas entendu. Le loyer de Graham arrive la semaine prochaine. Avec l'économie dans l'état où elle est, il nous a semblé logique que tu couvres ses factures pour un moment. Juste le temps qu'il se remette sur pied. J'avais posé ma fourchette lentement. Je vous demande pardon. Tu as la maison, le travail, les économies. Henri n'a pas de grands besoins. Tu vis confortablement. Donc à cause de ça, vous pensez que je devrais payer le loyer de mon frère de 38 ans. Mon père avait frappé la table. La famille s'entraide. Sans se plaindre. J'avais regardé Graham. Il avait haussé les épaules. C'est pas pour toujours, frangin. Juste quelques mois. Tu sais comment c'est. Tu dis ça à chaque fois. Quelques mois deviennent un an. Et pendant ce temps, je finance tes mauvaises décisions. Pendant que tu joues à la console en pyjama. Graham avait ri. Tu fais comme si j'étais paresseux. Tu sais comment c'est dur de trouver du travail. Avec mon profil. Quel profil? Ma mère avait sursauté Elliot. Je posais une vraie question. Quelles compétences monnayables Graham possède-t-il qui justifierait que je prenne sur le fond d'études d'Henri? Pour lui permettre de faire semblant de chercher du travail? Mon père avait tapé la table de nouveau. Ça suffit. Tu aideras ton frère. On a tout fait pour toi. Vraiment? Comme quand vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent pour mes études universitaires? Comme quand vous m'avez dit que je ne pouvais pas revenir habiter ici après mon divorce parce que vous étiez trop vieux pour gérer un enfant dans la maison? Ce genre de soutien? Le silence avait pesé sur la table. J'avais poussé ma chaise. Je m'étais rendue à la cuisine. J'avais versé un café. J'étais revenue à table. J'avais bu une gorgée lentement. Puis j'avais regardé mes parents. Si c'est le jeu de la famille qui s'entraide, c'est votre tour de jouer. Ma mère avait froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vends la maison. Mon père s'était figé. Quoi? Parce que j'en ai assez d'être votre filet de sécurité. Si Graham a besoin d'un endroit où vivre, installez-le chez vous. Payez ses factures. Écoutez ses explications. Vous semblez penser qu'il est talentueux. Laissez-le performer pour vous au dîner. Ma mère avait secoué la tête. C'est absurde. Tu ne peux pas juste. Si, je peux. Les papiers sont déjà en cours. Ce n'était pas vrai. Pas encore. Mais il ne le savait pas. Et le silence qui avait suivi était le plus honnête qu'on ait jamais eu. À cette table. Ma mère avait appelé le soir même. Sa voix était mielée. Je sais que tu as dit des choses dans le feu de l'action. Mais cette famille a besoin de toi. On a toujours eu besoin de toi. Comme si c'était un compliment. Je ne plaisantais pas. Je ne paierai pas pour Graham. Mais Henri, tu veux vraiment le déraciner pour une dispute? Je lui ai répondu doucement mais clairement. Henri est la seule raison pour laquelle je n'ai pas déjà coupé tous les ponts. Ne parlez plus de lui dans cette conversation. Elle avait changé de ton. Tu es devenu amer Elliot froid. Tu étais tellement respectueux avant si serviable. On ne m'a pas appris à être serviable. On m'a appris à nettoyer vos désordres. À jouer le rôle du parent pour votre autre enfant. À sourire pendant qu'on félicitait Graham. Pour le strict minimum.
et qu'on m'ignorait pour avoir réussi sans vous. Elle avait raccroché. J'avais regardé mon téléphone longtemps. Pas de colère, de soulagement. 3 semaines de silence total. Graham m'avait envoyé quelques messages timides. Je n'avais pas répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger. Je travaillais, j'aidais Henri avec ses devoirs. On avait commencé à jouer aux échecs le soir. Il devenait étrangement fort. Trop fort pour un enfant de 10 ans. Puis un mercredi matin vers 11 heures. Ma voisine Madame Riley avait appelé. Elliot, tu déménages? Non. Pourquoi? Il y a un camion dans ton allée. Des hommes qui portent des cartons vers l'intérieur. J'avais lâché tout le reste. Et je m'étais mis en route. Le camion était là. 2 hommes en t-shirt bleu. Des boîtes en carton. L'un d'eux m'avait regardé. Vous êtes Elliot? Oui. On dépose ça pour votre frère. Il dit qu'il s'installe temporairement. Et là, comme dans un mauvais rêve, Graham était sorti de ma porte d'entrée. Avec ce sourire. Et une canette de soda à la main. Comment tu es entré? Ma mère avait un double de clés. Elle a dit que tu ne ferais pas d'histoire. Tu t'es servi des clés de ma mère. Pour t'introduire dans ma maison. Sans ma permission. Écoute, je voulais juste sort. Graham avait levé les mains, je pars. Donne-moi juste jusqu'à demain. Je n'avais pas attendu. J'avais appelé un serrurier l'après-midi même. Les serrures avaient été changées. Pendant que Graham était assis sur le trottoir. A appelé ma mère sur son téléphone. Ma mère était arrivée 1 heure plus tard. Elle avait crié dans l'allée trahison, ingratitude, famille d'abord. J'avais fermé la porte. Et j'avais respiré. Mais les choses avaient encore escaladé. Le lendemain, Henri était rentré de l'école. Avec un air perplexe. Mamie m'a récupéré aujourd'hui. Elle a dit que tu travaillais tard. J'avais senti quelque chose de froid. Descendre le long de ma colonne. J'avais formellement interdit, par écrit, que quiconque d'autre que moi puisse récupérer Henri. L'école avait cédé parce que c'était sa grand-mère. J'avais appelé l'école immédiatement, poliment, fermement, sans laisser de place à l'ambiguïté. Le lendemain matin, j'avais envoyé un email officiel. Seul moi. Aucune exception. Aucune familiarité présumée. Puis j'avais assis Henri. Je lui avais expliqué les frontières. De façon adaptée à son âge. Il était intelligent. Il avait compris. Mais quelque chose dans ses yeux ce soir-là m'avait brisé doucement. Pas lui. Jamais lui. C'est là que j'avais appelé un avocat. 2 jours après, ma banque m'avait envoyé une alerte. Un virement de 4200 € avait été tenté depuis mon compte courant. Bloqué automatiquement, signalé comme suspect. J'avais vérifié les logs de connexion. L'adresse IP correspondait à l'adresse de mes parents. Je m'étais assis. Pas de cris. Pas de larmes. Un silence froid et précis. Ce n'était plus seulement du favoritisme. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était de la trahison pure, documentée, irréversible. J'avais tout archivé. Chaque screenshot. Chaque relevé bancaire. Chaque email. Chaque enregistrement. Et je n'avais appelé personne dans ma famille. J'avais appelé Ava. Ava était ma cousine juriste. Précise comme un scalpel. Et elle n'aimait pas mes parents. Depuis un vieux litige d'héritage. Qui avait fracturé l'autre côté de la famille. On s'était retrouvés dans un dîner. À 2 villes de chez moi. Elle avait arrivé avec un dossier déjà ouvert. J'ai fait des recherches. La réclamation de tes parents sur la maison? C'est du bluff. Prouve-le. Elle avait sorti un email daté de 8 ans. Ton père à votre conseiller bancaire, je cite. Nous souhaitons que nos noms soient retirés. Du titre de propriété. Une fois qu'Elliot aura atteint le seuil de 5 ans de remboursement. Cette maison a toujours été destinée à lui. Il n'avait jamais donné suite. Mais cet email existait. Ava avait souri. Et puis il y a ça. Elle avait posé un deuxième document. Une analyse IP croisée avec les logs de connexion. Et l'adresse de Graham. Lors d'un accès freelance il y a 2 ans. Les métadonnées correspondent. C'était suffisant pour un tribunal. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de jury. Juste un juge. Des dossiers soigneusement empilés. Et Ava à ma gauche. Mes parents sont arrivés en retard. Ma mère portait ses perles. Mon père tripotait ses boutons de manchette. Graham n'avait pas été autorisé à entrer dans la salle. Après un incident avec la sécurité. À l'entrée du tribunal. Le juge avait examiné les preuves. 10 ans de relevé de taxes à mon nom. 10 ans de factures de réparation à mon nom. Le système de climatisation. Le câblage électrique. L'entretien du jardin, la toiture. Tout à mon nom. Rien au leur. Puis l'email de mon père clair daté non ambigu. Puis les logs de connexion bancaire. Puis la vidéo de sécurité. De mes parents devant ma maison en vente. En train d'essayer d'entrer. Et de dire à la notaire. Que la maison ne m'avait jamais appartenu. Quand le juge avait demandé à mes parents. S'ils avaient jamais payé les taxes. S'ils avaient jamais contribué financièrement. S'ils avaient jamais vécu dans la maison. 3 noms. Le juge n'avait plus posé de questions. Basé sur les preuves présentées. Ce tribunal reconnaît Elliot Carpenter. Comme seul propriétaire légal et équitable. Du bien situé au 17 impasse des Chênes. Le recours en équité des répondants. Est rejeté dans son intégralité. Affaire classée. J'étais resté immobile quelques secondes. Ava avait fermé son dossier. Avec la précision de quelqu'un. Qui savait exactement comment ça allait finir. 3 jours après le jugement. J'avais envoyé des enveloppes. Pas à mes parents. À leur comité d'église. À leur club de bridge. À quelques amis communs. Auxquels ils aimaient se vanter lors des réunions de famille. Chaque enveloppe contenait. Le jugement rendu par le tribunal. Et une lettre sobre. Pour votre information. Ces documents officiels. Répondent aux rumeurs récentes. Concernant ma maison et mes finances. Les résultats avaient été rapides. Ma mère avait essayé de contacter le juge. Elle avait reçu un avertissement officiel du greffe. Graham avait posté une tirade sur Facebook. Les commentaires lui avaient demandé. Pourquoi son nom figurait sur une tentative de fraude. La vente de la maison s'était conclue la semaine suivante. Un promoteur local offre cash au-dessus du prix du marché. J'avais acheté une nouvelle maison le même mois. Plus petite. Plus calme. Plus loin. Avec un grand jardin. Et un citronnier dans la cour. Parce qu'Henri avait décidé. Qu'il voulait ouvrir un stand de limonade. L'été prochain. 1 mois après le déménagement. Henri était rentré de l'école. Avec une enveloppe crème. Mamie remise à la réception. Je l'avais ouverte. Une page tapée soignée. Nous n'aurions jamais cru que tu irais aussi loin. Tu nous as humiliés. Tu as choisi l'argent contre le sang. Sache que quand tu seras seul on avait essayé. On avait vraiment essayé de t'aimer. Tu l'as rendu impossible. Je l'avais lu 2 fois. Puis je l'avais plié. Et je l'avais mise à la poubelle. Henri m'avait regardé. Pizza ce soir? 4 garnitures si tu veux.
Il avait souri et était parti chercher ses chaussures. Quelques soirs plus tard, on était assis sur la terrasse de la nouvelle maison. Henri construisait des Legos sur une table pliante. Je buvais du thé dans un vieux pull. Tu es heureux maintenant? M'avait-il demandé sans lever les yeux. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'avais regardé le jardin, les arbres, la rue calme, le citronnier, puis mon fils, propre, serein, en sécurité. Je crois que oui. Vraiment. Pour la première fois depuis très longtemps. En fermant la porte derrière moi, je n'avais pas fui. J'avais simplement choisi de marcher vers une vie qu'ils n'avaient jamais cru que je pouvais construire sans eux. Ils avaient eu tort. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que l'abus de confiance familiale est particulièrement insidieux, parce qu'il vient habillé d'amour. Il arrive avec un sourire, et une serviette bien pliée, et une phrase comme « c'est pour la famille ». Et pendant des années, on dit oui, parce qu'on pense que refuser fait de nous quelqu'un de mauvais. La vérité, c'est que les limites ne sont pas de l'égoïsme. Ce sont des structures. Sans elles, n'importe qui peut entrer dans votre maison, avec un double de clés, et s'installer dans votre vie, comme s'il y avait toujours eu sa place. Henri m'a dit une nuit que j'avais recommencé à chanter, en faisant les pancakes. Je n'avais pas réalisé que j'avais arrêté. Alors dites-moi, à ma place, vous auriez envoyé ces enveloppes au cercle social de vos parents, ou vous vous seriez arrêté au tribunal? Écrivez-le en commentaire. Et abonnez-vous à Maria Señorita, pour des histoires sur ceux qui apprennent, parfois trop tard, parfois juste à temps, ce que signifie vraiment protéger sa propre vie.